Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Salut Li. Oui, salut. On va donc aujourd'hui prendre la chronologie que Ed nous a partagée la dernière fois. Donc je vais vous la partager à l'écran. Comme ça. Moi, je vais aller directement dessus, comme ça je verrai bien. Ah, chouette. Alors, donc je l'ai fait traduire automatiquement par Google, donc s'il y a des petites fautes, c'est pas tellement grave. Fait marquant de la vie des recherches de José Silva, donc il est né en 14, ça on est ok. Son père, souvenez-vous, il est mort. Pardon? C'est le zodiaque Léon. C'est 11 août, ouais. Tu sais que le 11 août, c'est la date de naissance de mon frère aussi. Ah, ok, oui. Mais ça va facile à retenir. Parce que quelquefois, on lui a dit, mais José, tu montres vraiment des signes de Léon. Et lui, il rigolait parce qu'il n'était pas tellement astrologie, mais il disait, écoute, c'est vrai qu'un peu comme génétique, on peut hériter les choses, mais c'est moi qui décide si je veux les utiliser ou non. Complètement. Bah, moi, je suis pareil. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup l'astrologie, etc. Avec le temps, j'y crois plus vraiment, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, il y a des choses où tu dis, bon, bah ouais, ça a l'air d'être juste. Alors, est-ce que c'est une statistique? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est amusant qu'on puisse se retrouver par moment. Alors, je me demande à quel point on se biaise aussi pour rentrer dans ces cas. Je sais pas. Justement, parce que si on voit, si je suis un certain type, j'aime bien ça, peut-être il y a un effet placebo et on le produit. Voilà. Tu sais, c'est le même problème avec les énéagrammes, donc j'adore, moi, qui a un typage de personnalité. Et il y a des moments où tu te poses la question, quand tu aimes vraiment le truc, parce que c'est un travail de dev perso, donc c'est vraiment toi avec toi-même. Et il y a des moments où tu te demandes si, à force d'avoir lu des choses sur ton type, tu ne fais pas ce qui t'est proposé indirectement dans tous les ouvrages, ou est-ce que tu es spontanément ça? Donc, c'est pour ça qu'au départ, c'est intéressant, parce que c'est là où tu vas plus ou moins définir ton type de personnalité. Parce que après, on sait que tu peux facilement te biaiser. Moi, j'ai des copains qui sont enseignants d'énéagramme, et à mon avis, mais ça reste très personnel, ils se sont pas bien typés. Mais ça répondait tellement à des comportements qu'ils avaient, et après, ils ont tellement acheté l'ensemble des éléments de leur type qui fonctionnent avec leur type, mais qui n'est peut-être pas leur vrai type. Tu vois, c'est les biais cognitifs, en fait. On va confirmer et fonctionner d'une certaine façon. Alors, donc son père, il est mort en 18. Sa mère s'est remariée, 20-28, ok. C'est là où José, à 6 ans, a travaillé comme cireur de chaussures, souvenez-vous. On en avait parlé. Donc, déjà, esprit de communauté, parce qu'il s'occupait de sa famille. Et esprit d'entreprise, il osait aller bosser, même si on sait que dans les années 20, c'était assez courant, les enfants qui travaillaient. Est-ce qu'en Australie, dans les années 20, c'était pareil, il y avait des enfants qui bossaient, etc., etc.? Les années 20, oui, sans doute, oui. Et on avait la dépression dans les années 30 et tout ça, donc c'était presque identique. Ouais, c'était quasiment. Ouais. Je suis là pour faire les commentaires, hein. Mais effectivement, quand José était venu à Paris la dernière fois, on l'a fait inviter chez un diplômé qui, en fait, était multimilliardaire et donc grand businessman. Et lui et José, tout de suite, et José lui a demandé, est-ce que quand tu étais très petit, tu avais des problèmes et tu étais obligé de les surmonter? Parce que lui, il avait cette idée que la plupart des génies sont déjà stimulés pendant leur enfance parce que ils doivent agir, ils doivent prendre la responsabilité et apprendre eux-mêmes. Voilà. Et en fait, c'était vrai dans ce cas. Donc, là, c'est justement une des choses qui contribue à sa vie. En fait, je pense que toi, d'un point de vue psycho, alors soit tu restes traumatisé, parce que tu sais, il y a plein d'enfants qui vivent plein de choses gamins et qui malheureusement, parce qu'ils ont une structure psychique qui a été instable, fait que c'est compliqué la vie après. Mais il y en a qui, pour X ou Y raison, trouvent une résilience et trouvent même des solutions aux gamins et qui sont bonnes ou moins bonnes, tu vois, mais au moins, si on reprend la notion Silva, ils ont des points de référence. Et mine de rien, ils arrivent à rebondir toute leur vie parce qu'ils se sont dit, oh, attends, moi, gamin, j'ai vécu ça,
ça va, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir dépasser. Maintenant, il y a d'autres types de personnalités, peut-être avec des choses qui les ont impactées différemment et autres. On sait que ça crée des traumas et malheureusement, les traumas, ça pèse parfois un peu longtemps dans la vie de certaines personnes. Alors, hop. Donc, pour aider sa famille, il était toujours à la recherche de moyens pour fournir des services pour lesquels les gens seraient prêts à payer. Il a rapidement gagné plus d'argent que la plupart des adultes. C'est quand même mignon, ça. 28, alors qu'il était chez le coiffeur il lisait des magazines et des bandes dessinées pour améliorer ses compétences en lecture. Il a trouvé un cours par correspondance sur la réparation d'appareils électroniques et a commencé à le lire. Cela lui semblait logique et le coiffeur a accepté de le lui louer pour $1 par leçon, mais seulement s'il suivait les cours à son nom. Il a accepté sans hésiter. Vous vous souvenez, on en a parlé de ça. Je trouve ça quand même assez génial. Le gamin, il avait 10 ans. 10 ans. C'est quand même assez top. Le coiffeur a obtenu un diplôme à accrocher au mur du salon. En quelques années, José Silva possédait la plus grande entreprise de réparation d'électronique du sud du Texas. Okay, ça, on le sait, on l'a vu. C'était plutôt intéressant. Il est marié à Paula en 40. Je vous rappelle qu'il avait un peu boxé entre-temps. A eu 10 enfants. 10 enfants. C'était quand même une autre génération. 10 enfants. Oui, oui, oui. Catholique. Catholique, mexicain, quoi, tu vois, il y avait, et puis nous, je pense que dans les années, on est dans les années 40. Les années 40, là, je voyais un reportage de l'INA hier, et c'était un monsieur qu'ils ont retrouvé. Donc, l'INA, c'est l'Institut national d'audiovisuel, c'est qui regroupe toute l'histoire de l'audiovisuel français. Et ils ont retrouvé un reportage qu'ils avaient fait à un gamin qui avait 16 ans à l'époque. Ils ont retrouvé le monsieur maintenant. Et donc, ils l'ont fait revoir les images qu'il avait quand il était gamin. Et à l'époque, lui, donc c'était les années, il avait 16 ans, donc ça devait être les années 60-70, il avait 8 frères et sœurs. Donc, tu vois, c'était assez courant dans les années post-guerre et pré-guerre d'avoir des grandes familles. Hein. Surtout, ouais, effectivement. Est-ce que chez les protestants, c'est quelque chose de courant d'avoir des grandes familles ou c'est plutôt les catholiques? Plutôt les catholiques. Ah ouais. Oui, oui. Les protestants, c'est moins le cas. Il y a moins cette idée de faire une grande famille. Oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, mais pendant longtemps, c'était considéré contre Dieu de même prendre la pilule. C'est vrai, tout à fait. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. 44, donc au relais dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été examiné par un psychiatre, donc c'est là un petit peu le game changer, l'élément qui a changé sa vie, qui lui posait des questions qui lui semblaient étranges. Est-ce que tu mouilles au lit, donc ouais, est-ce que tu as des énérésies, etc. Est-ce que tu aimes les filles, etc. etc. Il répondait, je suis marié, j'ai 2 enfants, à toi de voir. Il a alors demandé au médecin pourquoi il posait des questions aussi drôles. Le médecin lui a recommandé un livre intitulé L'histoire de la psychiatrie. Il s'en est procuré un exemplaire et a commencé à le lire pour voir ce qu'il pourrait apprendre, qui l'aiderait à aider ses enfants à obtenir de bonnes notes à l'école et à réussir sa vie. 45, alors qu'il était en poste à Bowling Green, dans le Kentucky, il a entendu parler d'Edgar Cayce. Ah, je ne me souviens pas d'avoir lu ça. Oh, tiens. Ouais, non, mais t'as raison, mais tu vois, je ne l'avais pas. Moi, je rappelle des moments quand il a fait référence à Edgar Cayce. D'accord. Ah ouais, bah tu vois, ça, j'ai pas souvenir. Génial. Le prophète endormi qui entrait dans un état de sommeil et prodiguait de précieux conseils pour aider les gens à surmonter leurs problèmes de santé. Donc 45, 47. Un an après sa démobilisation et son retour à la José, c'était la preuve d'abord que la PES était possible parce qu'il a pu obtenir des informations que jamais il avait eu à voir avec ses sens physiques. Mais comme disait José, il était en sommeil ou bien en transe tellement profonde que quand il s'est réveillé, il ne se souvenait de rien. Alors, José voulait produire la même chose et qu'on était quand même assez conscient pour pouvoir le retenir et utiliser. Oui, d'ailleurs, tu vois, dans la... Il devrait écouter un enregistrement, Edgar Cayce, pour savoir ce qu'il avait dit en transe. Ouais. Je sais que quand, à l'époque, je faisais ce que j'appelais la médiumnie, hein, avec un tout petit niveau que je peux avoir, c'était un peu le truc où il y a des moments, une fois que la consultation était finie, je me souvenais plus de ce que j'avais dit. Ah. Toi, vaguement, ça, en fait, ça s'effaçait petit à petit. Comme tu sais, c'est fait un peu l'effet post-hypnotique.
Tu sais, tu sors de ta session et au fur et à mesure, tu sais ce que tu as plus ou moins dit dans ta session, parce que l'hypnose, on se souvient, mais ça devient plus confus. Tu vois, ça devient de moins en moins clair, alors que quand tu le vivais, tu exprimais à ton thérapeute, il y a des moments où tu dis, ah ouais, là, je ressens vraiment ça, tout est clair. Et d'un coup, ça redevient un peu confus en post-hypnotique et puis après, dans les heures qui viennent. Donc, ouais, je comprends complètement la notion. 47, oui, c'est ça, 47, un an après sa démobilisation, d'accord, et son retour à Laredo, il est chargé de mettre en place un programme de formation en électronique au tout nouveau Laredo Junior College. L'administration des anciens combattants des États-Unis estime qu'il s'agit du meilleur programme de tout l'État du Texas. Ça, je me souviens, on l'avait lu dans sa biographie. 49, après avoir travaillé toute la journée et toute la nuit à reconstruire ces entreprises d'électronique des deux côtés de la frontière, à Laredo, Texas, et à Nuevo Laredo. Ah bon, il y a un Nuevo Laredo au Mexique? Oui. Laredo existe à deux côtés de la frontière, ou bien qui est la Rio Grande. D'accord. Ah ouais, tu vois. Oui, parce que je l'ai visité plusieurs fois. Parce que nous, on est heureuses d'avoir la convention, Sylvain, à Laredo, parce que tout ce qu'il fallait faire, c'est traverser la rivière. On était dans les marchés de Mexique. On pourrait entendre les Mexicains parler. C'était vraiment chouette. Ah, c'est sympa. Pendant les conventions, vous passiez au Mexique tranquillement pour passer une soirée ou autre? Oui. Ah, c'est cool, oui. ça. Ah, oui, nous les Européens, on adorait ça. C'était un vrai bonus. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est typique en plus. Là, ça change vraiment tout. Ah, c'est marrant, ça. D'accord, Nuevo Laredo. J'ai plein de souvenirs de Mexique, y compris, tu sais, dans le cours, quand je dis, tu vas visualiser un citron, une pastèque, des bananes, etc. Je les ai achetés en Mexique en papier mâché. Génial. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, d'accord, ouais, tu as des super souvenirs. Ah, je savais pas, tu vois. D'accord, Nuevo Laredo, Mexique. Et toi, du coup, ouais, quand tu faisais les séminaires là-bas, tu allais au Mexique. Ah, cool. Et il veillait tard pour lire des livres de psycho, d'Adler, de Jung et de Freud, c'est ce dont on parlait la semaine dernière. C'était difficile pour un homme qui n'avait jamais été à l'école. Ces grands de leur domaine ne peuvent même pas se mettre d'accord, dit-il. Alors, un soir après minuit, il a jeté un livre à travers la pièce, il a glissé sous le canapé et a heurté un mur. Il allait se coucher, ayant terminé ses études de psychologie. Quelques heures plus tard, il se réveilla avec une étrange vision. 2 séries de chiffres s'allumèrent devant lui, alternant entre eux 3, 4, 3, 3, 7, 3. Il passa le reste de la nuit et toute la journée le lendemain à essayer de comprendre ce que signifiaient ces chiffres. Était-ce un message ou une sorte de guidance divine? Le soir même, il en parla à un ami qui lui demanda s'il avait vérifié la loterie mexicaine. Ça, on en avait parlé. Ils se sont rendus au bureau de loterie mexicain, mais il était fermé par pure coïncidence. Ils se sont rendus dans un magasin de Laredo Nuevo et son ami a trouvé un ticket de loterie avec l'un de ses numéros. Il l'a acheté, a gagné $10 000, soit l'équivalent de 2 ans de salaire. Il a compris le message, il a récupéré le livre sous le canapé et a continué ses études. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Souvent, il est allé dans cette autre petite boutique où, en fait, il ne croyait pas trouver des billets de loterie parce qu'il rendait service à sa femme qui disait « Ah, José, je n'ai plus une telle chose et que je peux acheter uniquement le Messie qu'il a offert à lui-même. » Voilà. Ouais, là, on peut vraiment parler, c'est très jungien, mais de synchronicité. Se dire, là, il y a eu un ensemble d'enchaînements où tu te dis, ah, quand même, c'est amusant. En 50, donc après avoir lu Freud et utilisé l'hypnose pendant une courte période, il a appris l'hypnose et est devenu un hypnotiseur exceptionnel, ça c'est vrai. Il a découvert que lorsqu'il hypnotisait ses enfants et leur lisait leurs leçons, ça semblait produire des impressions plus fortes sur leurs neurones cérébraux. Ils pouvaient se souvenir des informations plus facilement. Ça en est. Ah, encore un petit commentaire. Ouais, dans le cours de 72 où il parle d'hypnose, il dit qu'il utilise des techniques comme l'évitation d'humain, comme utilisé Milton Erickson. Donc, il était au courant quand il étudiait l'hypnose, ce que faisait Erickson à l'époque. Tu verras dans la deuxième partie du premier soir, il y a un truc qu'on va lire qui est long, ça fait 2-3 pages, mais où il fait vraiment les comparaisons avec l'hypnose. Ce en quoi il trouve que c'est intéressant, ce en quoi il trouve que c'est pas intéressant. Il parle justement de Milton et de ces éléments-là, et il parle d'un type
où je galère, je ne trouve pas. Alors, il faudrait que je recherche, mais à l'époque, quand je cherchais, c'était il y a 7-8 ans, un gars qui s'appelle Estabrook. Estabrook, ça te parle ou pas? Estabrook. Ouais, Estabrook. E-S-T-A-B-R-O-O-K. Estabrook. C'est un hypno, mais c'est un hypno qui notamment avait bossé, c'est pour ça que je voulais un peu lire ce qu'il en avait conclu. Il avait bossé à l'époque, tu sais, de tout ce qui était, alors le mind control, mais ce coup-ci en mode un peu négatif, tu sais, tout ce qui était MK Ultra, etc., etc. Et il avait écrit un ouvrage que je n'ai jamais trouvé, j'ai trouvé que des parcelles. Alors, je dis ça, mais tu vois, Brice, qui a une bibliothèque incroyable, il m'a dit, lui, il l'avait, il l'a lu, il m'a dit que c'était pas foufou comme bouquin, mais c'était vraiment sur la manipulation psychique que tu pouvais avoir au travers de l'hypnose. Et je trouve que c'est intéressant, on en parlera quand on sera dessus dans les semaines à venir, mais Estabrook, quoi, tu vois, il y a José qui parle dans la conférence de 72 de Estabrook. Donc, ça prouve quand même qu'il avait aussi lu le principe de mind control dans la notion hypnotique et dans la notion pas forcément très chouette du contrôle mental et de la manipulation. Et je pense que les associations qu'il en a fait, vu que c'est quand même un auteur qui sort, tu vois, Erickson, il ne le sort pas souvent. Mais Estabrook, ça faisait déjà 2-3 fois que je le lisais dans ses textes. Et là, je me dis, je pense que c'est un bouquin qui a dû le marquer. Parce que il a certainement lu les bouquins qui étaient un petit peu obscurs de l'hypnose et avec tout ce qui était possiblement, ce qu'on pouvait possiblement faire en négatif avec l'hypnose. D'accord. Et c'est pour ça qu'il voulait distinguer méthode Siva n'est pas hypnose. D'accord. Je suppose, mais tu vois, Estabrook, c'est quand même pas un mec que beaucoup de personnes connaissent. Ouais, tu vois, et pourtant, ta culture hypnotique, elle est hyper importante. Moi, je sais que je l'avais découvert quand j'étais en train de comprendre comment ils avaient utilisé l'hypnose dans la manipulation mentale, tu vois, dans MK Ultra, etc. Et idem chez les Russes, je voulais capter si réellement l'hypnose pouvait, dans un conditionnement extrême, modifier des êtres humains. Or, l'hypnose, sans drogue ni quoi que ce soit, c'est compliqué. Maintenant, c'est toujours, je rebondis dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est Darren Brown qui avait fait une vidéo il y a maintenant presque 10 ans qui s'appelle The Assassin, où il formate vraiment quelqu'un qui est hyper suggestible, derrière, il y a énormément de critères qui font que oui, lui, effectivement, il peut devenir ce qu'on appelait un agent double, et où il peut clairement répondre à une suggestion. D'ailleurs, c'est ce qu'il montre dans le film, vous pouvez le trouver sur YouTube, je crois, où à la fin, il tire sur quelqu'un dans un théâtre. Tout était prédéterminé, etc. Mais j'ai vu la vidéo, oui, effectivement. Il avait un ancrage, un mot qu'il a fait juste comme dans l'ancien film, oh là là, où il y a un autre type qui est utilisé pour tuer un président. Et là, Darren Brown a pris le challenge de le répéter. Mais évidemment, il y avait des faux. C'était un faux pistolet. Le type sur la scène que tout le monde connaît en Angleterre, c'est une célébrité, a fait semblant d'être tué, tombé par terre. Donc l'autre a vraiment cru qu'il a tué quelqu'un. Apparemment. C'est encore une chose à discuter de ces jours. C'est à voir. Mais ce qui était intéressant, c'est, je ne sais pas si tu te souviens d'expérience, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe devant lui, qui lui dit le mot ancrage, tu vois, le mot déclencheur, et d'un coup, tu le vois descendre sa tête, remonter sa tête, être con, et là, on le voit en transe, mais ultra profonde, prendre l'arme que l'autre lui a donnée dans un livre, un truc comme ça, se lever, tirer 2 fois, poser, et se remettre, sortir de sa transe, et se remettre dans une transe de pause. Et ça, c'est quand même bluffant, tu vois. Si tu fais... Oui. Et c'est vraiment basé sur ce qu'on a fait dans le film. Et ça m'a vraiment choqué. En fait, j'aimerais bien qu'on parle un de ces jours de ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là. Parce qu'il a vraiment il a eu une autre personnalité, ou c'est comme s'il est devenu un robot, où il était possédé. C'était impressionnant. Hein? Mais ça faisait tellement peur aux gens aussi. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, Estabrook, c'est quand même un gars qui a bossé sur ça.
Donc, qui officiellement devait, d'après ce que je me souviens, mais je te dis, j'ai pu lire que des parcelles de ces ouvrages, qui avait pour but, tu sais, c'était le grand truc des États-Unis et je pense des Russes, vu qu'ils envoyaient des espions, ils voulaient vraiment avoir des agents doubles. Et agents doubles qui, au cas où, s'ils étaient arrêtés par la CIA, le FBI ou de l'autre côté, le KGB, ils ne parlent pas parce qu'ils n'aient pas conscience qu'en fait, ils sont agents doubles. Toi, l'absolu de l'agent double, pas celui qui sait et qui ment et qui va à truc, mais l'agent qui n'a même pas conscience que c'est un danger potentiellement pour le camp adverse et qui il le déclenche sur un mot, etc. Ce qu'a tenté de montrer Darren Brown. Donc, cette notion-là, c'est là où tu te dis, je pense, là je suis en pure spéculation, mais c'est pas la première fois que je lis José qui met en avant Estrabrook. Et tu vois, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui l'a marqué au travers de cette forme d'hypnose qui est quand même pas celle qui nous intéresse le plus, hein, même si moi ça m'intéresse dans l'absolu, mais je préfère l'hypnose thérapeutique à l'hypnose manipulatoire. Mais ça te permet de savoir jusqu'où on peut aller. D'accord. Ça serait intéressant qu'on parle justement, parce que l'année prochaine, à Nice, à la convention hypnotique, on va avoir un hypnotiseur russe. Il va peut-être avoir un peu de plus de choses à nous dire. Ça serait fascinant. Hein? Ah bah, entre Mélissa et lui, ils vont prendre une journée complète. En gros, un matin, un après-midi, un matin. Et donc, ça fait une journée complète où… Alors, ce qu'on disait avec Brice, c'est qu'on va devoir les briefer pour… c'est des gens qui ont tellement de connaissances et qui ont genre 60-70 ans de pratique, 60, je crois, de pratique. Il faut les driver, sinon ils vont partir dans tous les sens. Et, on va un peu définir. Mais ça peut être intéressant de voir justement l'hypnose soviétique. Et justement, c'est ça qu'on veut mettre en avant. On verra tout ça. Oui. Alors, 53, sa fille Isabelle a commencé à faire quelque chose sur que les sujets hypnotisés ne font pas. Elle a commencé à répondre à des questions avant qu'il ne les pose. C'était comme si elle devinait ce que je pensais, a-t-il dit. Il a donc commencé à enquêter pour savoir ce qui se passait. Il se rendit compte qu'elle était dans un état de sommeil, comme Case. Elle se rappela que Case avait commencé à monter ses capacités psychiques après qu'un hypnotiseur eut utilisé l'hypnose pour l'aider à guérir d'un problème de santé. Et ben, tu vois, ça, je m'en souvenais pas. Ouais, mais moi, je l'ai lu dans la liste. Mais avant ça, avant de le lire justement dans la liste aide, moi, je ne me souvenais pas non plus. Ouais. Quand on parle d'Edgar Cayce, c'est considéré être un psychique naturel, etc. Ouais. Mais c'était déclenché par une séance hypnotique. C'est facile. C'est intéressant, ça. Oui. Oh, Ed est un trésor d'informations, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Je vais un peu rechercher là-dessus parce que là, ça m'intéresse bien. Ouais. Il a entendu parler de ses recherches menées sur une nouvelle invention appelée électroencéphalographe qui permet de détecter et de mesurer l'activité des ondes cérébrales dans le cerveau humain. Les ondes cérébrales les plus fortes que les scientifiques ont baptisées ondes alpha sont les mêmes que celles d'un sommeil léger. Alors, je pense que ça, on le fera la semaine prochaine. Il faut que je traduise un article. J'ai une de mes profs. Attends, je vais chercher ça. J'ai une de mes profs, Patty Scott, qui a écrit un article dans ce petit magazine-là, c'est qui est l'équivalent de celui de la guilde, mais c'est pour l'IMDHA. Donc, et elle a écrit un truc, j'ai commencé à le lire hier, je me suis dit, tiens, ça, je vais le traduire. C'est ça. Donc, c'est Patricia Scott, j'ai fait son Medical Hypnosis avec elle. Et elle a un article qui s'appelle Neurofeedback Training and Unexpected Experience. Et à un moment, tu vois, elle a un tableau là, mais il va falloir qu'on le bosse. Alors, je ne sais pas si tu vas bien le voir. Wow. Je te l'enverrai et je te ferai un scan. Mais en gros, tu vois, elle parle Delta Sleep Eyes Closed, ok. Theta
CAT-7, daydreaming, deeply relaxed, dissociated, inwardly focused, eye open. Alpha 8-11, very relaxed, passive attention, neutral. SMR bêta. Et tu vois, il y a toute cette notion en SMR, mid et high bêta. Ouais, elle met SMR. Alors, j'ai lu la définition, mais je te redonnerai tout ça. De toute façon, je vais t'envoyer l'article. Attends, c'était écrit où? Bon, bref, c'est pas grave. Sensory Motor Rhythm. Ah, ok. Donc, de 12 à 15, Sensory Motor Rhythm Relaxed External Attention, Mid Beta, 15-18. Tu vois, il y a SMR, Mid Beta, High Beta. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ce n'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir comme découpage. Je t'enverrai tout ça. De 15 à 18, donc Mid Beta, Active, External Attention, Engage in a Task. High Beta, 18 à 35. Ça, je ne l'avais jamais lu, tu vois. High Beta. High Beta, yeah. Ah. 18-35, donc high correlation with anxiety when dominant, racing thoughts, tense, stressed, et gamma, plus de 35. Oui. Theoretical states, some evidence of association with peak performance states, humming in the brain. Je vais t'envoyer son article. Je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Et à la performance. Ouais, elle met gamma dans la performance, ouais. Ah, parce qu'au départ, on parlait de ça uniquement dans les moines tibétains en profonde méditation. Mais oui, ça me parle. Il faut qu'on en parle aussi. Oui. Dans quel état on est quand on est dans la zone de performance. Oui. Exactement. Super. Donc, je t'enverrai l'article, mais il est vraiment cool, tu vois. Ils ont, tu sais, c'est un peu comme ce que fait la NGH, mais ils ont vraiment des trucs cool. Et je lui ai écrit parce que peut-être que si on a des questions, vu qu'elle m'a enseigné l'année dernière pendant 2 mois des trucs en hypnose médicale, elle m'a dit si tu as des questions, tu m'envoies un mail n'importe quand. Donc, si on a des questions, on peut lui envoyer un mail, elle pourra nous faire elle pourra nous faire des feedbacks. Super. Donc, du coup, on revient. Ouais, non, on va pas revenir. Il est 28. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie et on va continuer, nous, du coup, à faire la chronologie au fur et à mesure. Alors, c'est bien parce que même un petit truc comme ça, on est capable de dériver dans tous les sens pour pas changer. Donc, on va continuer cette notion-là. Si vous avez, vous, des questions déjà sur ces premières périodes-là, mais on les avait déjà vues dans la... Vous verrez sur les podcasts, c'était les premiers podcasts, notamment dans la biographie qu'on a eu la chance de pouvoir lire de José, où il donne énormément d'informations sur toute cette période-là. Là, l'élément qui peut être intéressant, donc s'il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu, et qui ont peut-être étudié tout ce qui est boulot d'Edgar Cayce, si vous pouvez nous infirmer ou nous confirmer cette notion avec le déclenchement avec une séance d'hypnose, ça pourrait être cool. Pour qu'on sache, parce que on sait qu'avec l'hypnose, est-ce que c'est vrai, ça l'est pas, je ne sais pas, mais moi, tu vois, j'ai déjà vu des gens développer des compétences un peu hors de la logique naturelle, on va dire, hors de la logique tout bêtement, sur des feelings, je me souviens qu'à un moment, j'avais fait un MP3 il y a des années qui était sur voir les auras. Et j'avais fait ça en rigolant, tu vois, en me disant, et j'ai des gens qui me disent, depuis, je vois des auras. Donc, l'hypnose étant, moi, un modèle que j'adore, si vous avez écho de ça, ça peut être intéressant après de s'amuser à se dire, tiens, moi, je peux tester à faire des séances d'hypnose pour être plus connecté à des choses. Ça peut être très drôle à faire. Au pire, ça ne marche pas, et au mieux, il y a des choses rigolotes qui peuvent se passer. En tout cas, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous donner un feedback si vous connaissez bien la vie d'Edgar Cayce et que vous avez des références. N'hésitez pas, comme ça, moi, je lis les bouquins et je pourrais après en faire un feedback. Voilà pour cette première partie. Tu as quelque chose à rajouter, Lee, ou pas? Pardon? Tu as quelque chose à rajouter sur cette première partie? Ah, je ne croyais pas que j'avais le temps. Non, simplement que cette idée que l'hypnose peut stimuler apparemment certaines zones cérébrales qui n'ont pas été stimulées auparavant, ça fait penser justement à ce qu'on essaie aujourd'hui de faire avec des drogues hallucinogéniques. Alors, si on peut le faire aussi avec l'hypnose, ça empêche beaucoup de problèmes avec les drogues.
Ouais. Alors, ça a été énormément étudié dans les années 60-70. Oui. Il faudrait que je rechoppe, puis même voir où ils en sont aujourd'hui. Parce que tu vois, ça a été fait beaucoup, mais je pense que ça continue à être fait, sachant que, par exemple, il y a des psys maintenant qui font prendre certaines substances psychotropes pour aider beaucoup de personnes à se réassocier sur certaines problématiques et à calmer des traumatismes. Il y a plein de choses maintenant qui sont faites avec des drogues, mais hyper bien guidées. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes qui ont dû être étudiées, mais je suis pas à jour à ce niveau-là. On va regarder tout ça. Si vous avez des questions, Derma, vous les partagez sur Facebook, YouTube, nous on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on se propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Iwan, merci Lee, à tout de suite.